Avec Angelo Lauria, et cette fois-ci on va voir comment vous avez fait le passage de l'astrologie aux cartes, parce qu'apparemment ce sont deux choses qui sont liées. Voilà, deux applications distinctes. C'est une application, exactement, c'est l'astrologie appliquée. Voilà, il y a deux applications distinctes mais reliées. C'est-à-dire que tous les symboles dont on parlait la dernière fois par rapport à l'astrologie, par rapport aux harmoniques, sont également des cartes d'un jeu, d'un oracle, qu'on peut utiliser de manière déjà connue, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on peut mélanger nos cartes, comme ça il y a 36 cartes. Alors la différence avec le système des harmoniques, c'est que mon jeu contient également les principes, les 9 principes, les 9 chemins font partie du jeu. Donc là on n'est plus sur un système de 27 mais de 36. On peut mélanger les cartes et on retrouve toutes les harmoniques évidemment. Et on peut faire la méthode qu'on veut, c'est assez libre. Je dirais qu'on peut faire le tirage de la carte du jour. Par exemple, ça tombe bien, le feu sacré. Quand je sors le feu sacré, j'ai toute une sorte de conseil, d'explication qui vient. Et là, en l'occurrence, le feu sacré me parle de l'énergie. Alors qu'est-ce que je dois comprendre de l'énergie? Eh bien, je dois m'interroger sur ma propre énergie. Est-ce que j'ai de l'énergie? Comment je l'utilise? Quel est mon pouvoir? Et en fait, là, la bonne question, c'est est-ce que j'utilise mon pouvoir? Là, le livre permet de comprendre les textes. Alors, ça ne sera pas le même livre, du coup, ce sera celui-ci. C'est le petit manuel qui explique les cartes. Voilà, le manuel de l'oracle. Donc, il est un peu plus succinct. Il suppose pas forcément de faire des calculs, voire pas du tout. Hein. Oui, c'est ça. Oui. C'est la grosse différence. Après, il y a plusieurs méthodes de tirage. On peut faire un 3 cartes. Et l'intérêt du 3 cartes, c'est qu'on va avoir une phrase. Et oui, carrément. Voilà. Donc, par exemple, celle-ci nous dit « Libérez-vous, prenez l'envol, le papillon ». Celle-ci nous parle de l'unité, de l'assistance, de la guérison. Et celle-ci, l'arche, qui est une carte de quête, de recherche. Après, les esprits bien entraînés, parce que c'est quand même une gymnastique, je suppose, oui. Vont arriver à décrire toute la phrase et à comprendre le message du moment, qu'on est toujours libre d'intégrer et d'essayer d'appliquer ou d'ignorer. C'est-à-dire que là, je ne suis pas dans la voyance. Mais après, là... Enfin, il y a quand même quelque chose qui a joué pour que ces cartes sortent. Voilà. C'est une sorte de yiking, en fin de compte. Exactement. C'est une sorte de yiking. Donc, du coup, il y a vraiment une dimension de voyance parce que forcément, si ces cartes sont sorties, à partir du moment où il n'y a pas de hasard, je dirais le message est venu là, à ce moment, à cet instant T, il y a une raison. Et donc ça vient compléter le travail de fond que vous faites par ailleurs en astronumérologie. Ça vient compléter parce que déjà rien que le fait que nos signes dont on parlait la dernière fois prennent forme et vie à travers le jeu de cartes, c'est un rapport particulier. Je peux tenir mon signe dans la main, c'est un peu rigolo ce que je dis, mais c'est un peu ça. Et puis quand je discute avec les gens et que je leur parle de leur signe, j'aime bien leur montrer le signe. Vous voyez, vous êtes scarabée, ascendant, aura, voilà, vous les avez sous les yeux. La dimension colorée et la forme du glyphe va venir s'ajouter à tout le cheminement théorique. Mais en réalité, Monsieur Lauria, il semble bien que le tarot soit né comme ça. Le tarot, en fait, sont des cartes qui ont été extraites de symboles astrologiques et autres, des maisons astrologiques. Enfin, je veux dire, le cas classique, c'est la maison 8 et l'arcane de la mort, etc. Enfin, je veux dire, il semblerait que ces jeux soient eux-mêmes issus de ce genre de savoir. Donc, vous avez refait l'itinéraire qui est celui du tarot. Oui. Alors, à ce propos, oui, j'en parlais avec un ami qui fait du Feng Shui, un géobiologue, qui m'a dit je vois ton système, je vois bien que c'est toi qui l'as créé, mais je le vois comme une connaissance retrouvée. Et il me dit, autrefois, jadis, il y a très longtemps, tous les arts divinatoires qui sont éparpillés étaient reliés en un seul. Et il semblerait que les harmoniques reprennent cette unité, cette unification des arts divinatoires. Alors c'est un peu... Moi je suis flatté quand on me dit ça, parce que ça apporte une dimension vraiment très universelle, mais en même temps c'est vrai qu'en on a 3 arts divinatoires. C'est comme vous dites, effectivement, c'était peut-être comme ça à la base. Oui, c'est une dérive, c'est une application. Visiblement, il semble que plusieurs maisons astrologiques, parce que vous savez, Monsieur Lauria, vous savez peut-être pas, autrefois il y avait une iconographie des maisons astrologiques. C'est-à-dire que les maisons astrologiques avaient eux-mêmes leur présentation visuelle. Aujourd'hui, quand on regarde les maisons astrologiques, on voit que c'est beaucoup plus pauvre que les signes zodiacaux ou les planètes. Oui. Au niveau, il n'y a pas de visuel.
Mais il y en avait un autrefois. D'accord. Et le visuel des maisons astrologiques est d'une certaine manière le tarot. Ah oui, oui, bah oui, ah oui. Donc le tarot serait en partie lié au visuel. Par exemple, moi j'ai fait un bouquin là-dessus d'ailleurs, chez Tré Daniel en 93, recherche sur le tarot, hein, où je montre qu'il y a des représentations des maisons astrologiques que beaucoup d'astrologues ne connaissent même pas. D'ailleurs, que les astrologues, l'iconographie est très importante. Même par exemple, on ne peut pas comprendre le zodiaque si on ne connaît pas l'illustration des calendriers, par exemple. Les très riches genres du duc de Berry, choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a des pans de l'iconographie. Les astrologues ne connaissent ni les illustrations des mois du calendrier, ni les illustrations des maisons astrologiques. Et donc il leur manque des choses. Hein. C'est là que vient peut-être le tirage astrologique, ce qu'on appelle le tirage astrologique des 12 maisons, avec les cartes du tarot de Marseille. Oui, bah, effectivement, le tarot de Marseille est dérivé de l'astrologie. Alors ils ont récupéré d'autres choses, ils ont récupéré par exemple les quatre vertus cardinales, voyez-vous, la tempérance, la justice, etc. Bon, ça aussi, c'est des choses qu'ils ont récupérées. Mais je ne sais pas si on en avait parlé la dernière fois, vous avez demandé si c'était séquentiel. Vous m'avez dit que c'était plus ou moins un peu séquentiel, votre... Oui, mais c'est séquentiel, mais là, par exemple, le tarot, il casse la séquence. Parce que si vous voulez, il casse la séquence. C'est que ça introduit, c'est qu'on passe d'un niveau séquentiel à un niveau qui n'est pas séquentiel. C'est que c'est le domaine de la contingence, de l'aléatoire. C'est des choses, des grains de sable qui peuvent venir modifier ou perturber ou infirmer ce qui a été annoncé par l'astrologie. C'est plutôt dans le sens de l'infirmation, enfin, pour dire voilà ce qui devrait normalement se produire astrologiquement, mais il peut y avoir des accidents qui vont corriger ça, et là je vais faire le tirage. Mais en fait, ce que vous dites me rappelle un tirage que j'ai fait à un ami qui m'a sorti quelque chose de non séquentiel, et pourtant c'est séquentiel. Il m'a tiré les 3 cartes d'un même principe, de la même couleur, donc 6, 15, 24. Et je lui ai dit, bah, c'est marrant, tu m'as refait toute la séquence là. Et il avait donc le phénix qui est tombé par-dessus. Alors ça c'est une anecdote, hein, mais voilà. C'est pour vous dire que quelque part, sans le vouloir, la séquence a été refaite. Oui, mais c'est une séquence qui est venue éventuellement s'intriguer dans une séquence autre, qui était la séquence astrologique, voilà. qui vient interférer. Oui, bah, tout à fait. Même si ça peut être une autre séquence, mais qui interfère avec la précédente séquence. Voilà. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que quand je lui ai sorti ça, je lui ai dit, bon voilà, ça c'est la médiatisation, la voix des anges, la communication, la parole, les écrits. Et là, j'ai le phénix, et je lui ai dit, si jamais tu avais projet d'écrire quelque chose, eh bien, il ne faudrait pas que tu le prennes mal si on te propose de le refaire depuis le début. Parce que le phénix, vous comprenez 100 fois sur le métier, il faut renaître ses cendres, c'est ça. Oui. Donc c'était ça, c'était exactement ça, je ne le savais pas. Il était sur l'écriture d'un livre et il m'a dit, bah, je m'attends bien à ce qu'on me propose de le modifier. Donc par rapport à la séquence, j'avais trouvé que c'était marquant de me sortir la même carte dans l'ordre. Mais vous avez discuté avec Bernard Fontaine de sa façon de faire de l'astrologie? Non, alors Bernard Fontaine, non, je l'ai vu que 2-3 fois. Je lui ai expliqué un petit peu mon système, mais il est passé assez brièvement. Et donc bon, je garde le contact. Non, mais moi c'est passionnant, mais lui, moi comme je lui dis, lui, il voudrait que l'astrologie à la fois annonce l'essentiel et le grain de sable. Oui. Voyez-vous? Je dis, c'est quand même difficile de demander à un même savoir d'être lui et l'anti-lui. Hein, ben oui, parce qu'au fin de compte, on ne peut pas être à la fois au four au moulin. Si j'annonce déjà quelque chose qui doit se produire, je veux bien admettre qu'il puisse y avoir un élément qui vient perturber. Mais que l'élément qui vient perturber soit déjà dans le modèle, ça fait problème quand même. Et lui, il voudrait que les deux éléments, c'est intéressant parce que c'est comme si on voulait refuser le masculin et le féminin. On va dire, il veut pas la dialectique. Il veut que le modèle soit. Moi, c'est le grand reproche que je fais à l'astrologie en général, c'est que ils veulent qu'ils trop embrassent mal étreint. Ils veulent à la fois que l'astrologie donne le cadre général, mais qu'elle soit aussi capable de dire ce qui va entraver le cadre général. Et je pense que ça fait quand même beaucoup. Mais lui, comme il est très autonome, il dit qu'il est très autonome, alors on peut imaginer effectivement qu'il veut un savoir qui soit total, et donc qui soit à la fois une chose et son contraire. Donc vous voyez comme quoi on peut se projeter sur l'astrologie. Si on est plus calme par rapport à ça, on définit l'astrologie pour ce qu'elle est, et puis on admet qu'il y a des choses autres. Mais vous, par exemple, avec votre tarot, vous pouvez éventuellement, bien que lui aussi fasse du tarot,
mais il ne le présente pas comme quelque chose qui vient compléter l'astrologie, parce que l'astrologie, idéalement, pour lui, elle est capable de tout expliquer. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie? Est-ce qu'elle a des limites, l'astrologie, Angelo? Moi, je pense qu'elle a des limites, et heureusement. Je pense que... Si on considère vos cartes comme étant, même si c'est l'astrologie appliquée, c'est plus de l'astrologie, si vous voulez. Non, il n'y a plus de planètes. Donc c'est une astrologie qui pourrait éventuellement servir de contrepoint. Voilà, en fait, moi je vous dirais que d'après moi, l'astrologie et mon système et le hiking, le fil rouge de tous ces systèmes-là, c'est vraiment la synchronicité. Hein. Je suis vraiment là-dedans. Pour moi, c'est plus intéressant de savoir que les éléments arrivent en même temps, en synchro. C'est même pas une question d'en même temps, c'est la synchronicité qui fait tout. Et j'ai lu dans des livres concernant Jung, notamment, que les arts divinatoires prenaient leur source dans la synchronicité, vraiment. Il prend par exemple le Tarot de Marseille, le hiking. Moi je trouve que, oui, les limites, c'est que du coup, comme vous dites, on ne peut pas avoir le grain de sable. Et heureusement, finalement, il faut peut-être s'approprier aussi une part de... Vous ne croyez pas qu'il y a une relation avec le déterminisme, avec la liberté d'agir? Je sais pas. Est-ce que l'astrologie est fataliste? Si vous voulez, moi j'emploie souvent cette expression, le temps est un gâteau. Si on veut le diviser en trop de parts, les parts sont trop petites. Et c'est un peu, pour moi, l'astrologie, c'est ça. C'est-à-dire que le temps astrologique, il est tellement subdivisé par le nombre de planètes, le nombre de configurations, qu'on s'aperçoit que l'astrologue, il peut faire que des prévisions toutes petites, parce qu'il est obligé de partager avec les autres planètes, voyez-vous. Donc c'est là qu'il y a un problème. Moi, je dis non. Diminuons le nombre de parts de gâteau, et laissons chaque part bien ce qu'elle est, plutôt que, même s'il faut éliminer des planètes. Ouais, moi je vous rejoins là. Je vous dirais, je trouve que c'est important d'avoir une nouvelle vision. Enfin, je prêche pour ma paroisse, hein, mais je trouve que c'est vraiment important de balayer quelques vieux schémas, quelques vieilles sorcières, vieilles lunes, j'ai envie de dire. Oui, mais même les planètes nouvelles, ça peut être aussi des vieilles lunes. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément... C'est-à-dire que c'est pas en rajoutant des nouvelles planètes qu'on fait une nouvelle astrologie. Oui, voilà. Au contraire, en se disant, les planètes sont peut-être ici et maintenant au sol. Et puis moi, j'attache beaucoup d'importance à l'astrologie. Pour moi, l'astrologie, c'est lié avec l'humanité ancienne, et avec les moyens qu'elle avait à l'époque, les besoins qu'elle avait à l'époque, et on vit à partir de ça. Les connaissances qu'on a acquises par la suite ne sont pas pertinentes pour cette astrologie, pour moi. Ouais, en gros, comme disait Clint, à chaque époque son art, à chaque art sa liberté. Oui, sauf que ces époques anciennes, elles sont très prégnantes chez nous. Elles nous déterminent, même sur le plan alimentaire, on le voit. Bon, ben, on sait qu'on ne peut pas digérer certaines choses, que le corps ne reconnaît pas certains produits. Et c'est vrai aussi pour les planètes, à mon avis, je ne suis pas sûr que vous soyez capable de décrypter les nouvelles planètes. Oui, non, mais je suis bien de votre avis, totalement. Récemment, j'ai appris que Pluton n'était plus une planète. Oui, depuis 5-6 ans, oui. Et bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah ben il y en a qui disent, ben, c'est pas grave, même s'il n'est pas une planète, mais ça veut dire que, en fin de compte, le raisonnement, c'est pas ça. C'est Pluton n'est plus une planète, mais si on prend Pluton, on doit prendre aussi d'autres planètes qui sont comme Pluton. Et donc à ce moment-là, on doit en rajouter d'autres encore. C'est-à-dire que si vous acceptez Pluton, vous êtes obligé d'accepter Cérès, vous êtes accepté Chiron, voilà. Donc vous ne pouvez plus accepter que Pluton. Donc vous êtes pris dans une spirale. Il vaudrait mieux à ce moment-là ne pas prendre Pluton du tout, parce que comme ça, au moins vous dites, je ne prends pas les nanoplanètes ou les petites planètes. Parce que si vous prenez Pluton, vous êtes obligé de prendre les autres. Je pense aussi que par rapport à la table d'émeraude, ça me rappelle la table d'émeraude, ce que vous me dites, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. À une époque, ça faisait sens dans le sens où on pensait que l'univers était en haut, c'était très loin, inaccessible. De nos jours, je pense qu'on peut changer cette vision et se dire, l'univers il commence où finalement? Enfin, l'en haut il commence où? Est-ce qu'il commence juste au-dessus de nos têtes ou est-ce qu'il est à des milliers de kilomètres? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, est-ce qu'il y a besoin d'aller jusqu'aux planètes ou est-ce que finalement l'univers n'est pas partout? Oui, mais inversement, par exemple, tout à l'heure je vous ai signalé les étoiles fixes. Les étoiles fixes, elles sont très lointaines, mais on les connaît depuis toujours. Voyez-vous? C'est ça le paradoxe. Ouais. On connaît Uranus que depuis la fin du XVIIIe siècle, mais par contre, Antares, on le connaît depuis des millénaires. Voyez-vous? Et ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si Antares fait partie ou non du système solaire, mais si les anciens le voyaient, le visionnaient, ou pas. Et à ce moment-là, qu'ils aient voulu se servir d'Antares pour baliser la course des planètes, ça se conçoit tout à fait. D'ailleurs, les étoiles fixes, c'est tout simplement la même chose que le zodiaque. Hein. C'est
une façon de baliser aussi la course d'une planète que de le mettre d'un signe à l'autre. Au lieu de le diviser en 12, vous le divisez en 4, vous avez les 4. Et puis l'avantage des étoiles fixes, c'est que il y a une conjonction entre la planète et l'étoile. Alors que le fait qu'une planète entre dans un nouveau signe, ça ne correspond à rien sur le plan astronomique. Il n'y a rien, c'est une division mathématique. Construction mentale, on peut dire. Alors que l'étoile, au moins, il y a quelque chose, voyez-vous. Vous n'êtes pas intéressé aux étoiles, vous, a priori. Oui, c'est ça. Bon, écoutez, je vous remercie de ce nouvel entretien. On pourrait continuer comme ça.